Voilà. Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour notre nouveau webinaire Invisibilité LGBT+, causes et effets conséquences au travail, qui est organisé dans le cadre des journées diversité et inclusion chez Orange. On a eu le plaisir d'être invité par la diversité Orange pour parler de la thématique lutte contre les discriminations. L'actualité aujourd'hui nous rappelle chaque jour qu'être LGBT aujourd'hui c'est s'exposer aux autres, à leurs réactions, c'est aussi réagir à l'émergence des sujets clivants dans le débat public, à la multiplication des prises de parole conservatrices. Donc comment réagir à tout ça? Donc nous allons vous partager au fil de ce webinaire des réalités, des chiffres, en quoi ça peut être difficile d'être soi-même dans ces conditions, et en particulier au travail, en entreprise. Nous ne détaillerons pas tous les chiffres qu'on va vous partager, parce qu'il y en a déjà un certain nombre, mais ne vous inquiétez pas, on va vous partager les supports ainsi que les sources sur lesquelles nous nous appuyons pour faire ce webinaire. Donc pour commencer, on va se présenter. Donc moi je suis Nicolas Gau, je suis le nouveau président de Mobilise-nous depuis peu. J'interviens aussi en tant que référent de proximité sur la région Île-de-France parce que je suis basé sur Orange Résonance à Arcueil en tant que lead designer. Et donc je laisse la parole à ma co-animatrice Claire. Bonjour à toutes et à tous. Donc Claire Lambertilly, je suis vice-présidente de Mobilise-nous. J'ai en charge les questions trans au sein de l'association. À ce titre, j'accompagne un certain nombre de personnes et puis je suis sur l'activité de développement des compétences à Orange France, à la DO Grand Sud-Est au niveau de la DRH. Voilà. Donc, nous allons commencer par une rapide présentation de Mobilise-nous. Donc, Mobilise-nous, c'est une association de loi 1901 qui a été créée en 2008 et reconnue d'intérêt général depuis 2016. C'est une association apolitique et asyndicale pour être en capacité de répondre à toutes et à tous au sein de l'entreprise, mais aussi à l'extérieur. On n'a pas fait le choix à l'époque d'être un réseau interne à l'entreprise Orange, mais d'être une association pour garder une certaine indépendance à l'époque. Nos principales missions sont de développer, créer un environnement de travail ouvert et respectueux, inclusif pour toutes les personnes, dont les LGBT+. Parce que le fait qu'on y travaille, ça contribue à toutes et à tous, et nous ne nous arrêtons pas aux LGBT+, dans les effets et les conséquences. Au niveau des engagements et des missions, en fait, nous avons trois principaux piliers. On le répète régulièrement chez Mobilise-nous. C'est le premier, l'engagement avec la lutte contre toute forme de discrimination liée à l'orientation sexuelle et ou l'identité de genre. C'est-à-dire qu'on est là pour soutenir et venir auprès des personnes qui en ont besoin, que ce soit les personnes qui sont victimes ou que ce soit les personnes qui nous font écho d'un témoignage d'une telle situation. On est aussi le slide va dans l'autre sens, je l'avais corrigé, c'est pas grave, les aléas. Le deuxième pilier, c'est l'accompagnement. En fait, on vient accompagner, et ça c'est vraiment un service proposé par Mobilise-nous. Si vous pouvez couper vos micros, parce que j'ai des retours de son. L'association vient en accompagnement des personnes qui entament un parcours de transition. Et cet accompagnement vient en support de cette personne, mais vient aussi en support de son équipe, de son entité, de toutes les personnes qui vont être impactées par cette transition, parce que ça ne concerne pas qu'une seule personne, mais ça concerne tout son environnement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose auquel on tient, et Claire pourrait en parler avec vous longuement, parce que ça fait partie de ses missions. Le troisième pilier important, c'est la sensibilisation, de rendre visible la diversité LGBT+, comme on le fait aujourd'hui avec vous pendant ce webinaire, à travers des actions de proximité, de sensibilisation, des stands de visibilité qu'on peut organiser au sein d'Orange, mais aussi à l'extérieur, parce qu'on entretient des relations avec d'autres associations, d'autres entreprises, d'autres réseaux, pour faire promouvoir et aussi s'enrichir de leurs expériences.
Et on s'appuie pour ça sur un réseau de référents de proximité Mobilisno sur toute la France. Et le dernier élément, c'est la convivialité, parce que c'est aussi important de créer un environnement, ce qu'on appelle safe, serein, pour les collaborateurs et les collaboratrices qui le souhaiteraient, afin d'organiser des événements locaux, des événements nationaux, surtout en ce moment avec la Covid-19 qui nous oblige à faire beaucoup de choses en numérique comme aujourd'hui. Et donc, c'est un pilier important dans nos activités. Donc voici rapidement une présentation de Mobilisme. Pourquoi on a voulu faire ce webinaire? C'est aussi lié au contexte. En fait, ce week-end, le 11 octobre, c'était la journée internationale du coming out. C'est une journée importante parce qu'elle est célébrée depuis 1988 à la suite de la seconde marche organisée à Washington pour les droits gays et lesbiennes. Et donc l'année suivante, pour marquer l'anniversaire, en fait, il y a eu plus d'1 millier de gays et lesbiennes qui ont diffusé leur nom dans les journaux locaux pour célébrer cette première journée du coming out. Donc un acte très fort pour l'époque. Et depuis, en fait, on continue à la fêter, à la célébrer de différentes manières et aussi avec une adaptation selon les cultures. Parce que lorsqu'on regarde en fait ce qu'on appelle le coming out, c'est le fait d'annoncer volontairement, et ce mot est important, c'est une décision de la personne, d'annoncer volontairement son orientation sexuelle ou son identité de genre à son entourage, selon les cercles, le cercle familial, les amis, et plus comme le travail ou au grand public pour des célébrités. La jeunesse du terme coming out vient de différents éléments, mais le concept a été défini dès 1869, donc ça date de bien longtemps, comme un moyen d'émancipation de Heinrich Karl Ulrich, qui voyait ça comme un moyen d'émancipation et de lever l'invisibilité qui était un véritable obstacle pour l'opinion. Donc avant c'était plutôt un terme, une contraction comme out sur sortir, se représenter, le fait de se révéler à soi. Ensuite, à partir des émeutes de Stonewall, en fait le terme est devenu beaucoup plus fort avec un acte libérateur et militant. C'est là où on retrouve le concept de la journée internationale du 11 octobre avec une injonction à la visibilité LGBT+ dans une société hétérocentrée. Depuis, le terme a évolué parce que tout le monde ne se sent pas militant dans l'âme et ne veut pas faire un acte fort, mais plutôt revenir aux fondamentaux pour une partie. Et c'est bien de revenir à se révéler à soi, se révéler aux autres, de manière à retrouver un équilibre du secret à la révélation, un passage, une affirmation de soi. Le terme coming out ne doit pas être confondu avec le terme outing que vous entendrez, où là c'est une des formes de LGBT-phobie, c'est de révéler l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne LGBT contre son gré. Donc, et c'est souvent utilisé à des fins diffamatoires. Donc, je laisse la parole à Claire. Oui, nous avons souhaité illustrer les difficultés puis les apports du fait d'être out. Et pour ça, on s'est basé sur une analyse de Claire Bélanger, qui est psychologue. Et donc, Claire, elle nous souligne que finalement, voilà, quand on n'est pas visible, on le fait pour plusieurs raisons. La première, c'est que on a peut-être peur de l'autorité, donc c'est d'autant plus le cas peut-être quand on est à l'école ou quand on est au travail. On a peur éventuellement des excès, on a peur de dire non, et surtout, on a peur de la façon dont on sera perçu. Et ça, c'est humain, on veut aussi se faire aimer des autres. Voilà, donc c'est des raisons qui sont importantes pour rester invisible. Mais la difficulté qui est associée à ça, c'est que si on reste invisible, on se coupe de soi-même pour être avec les autres et comme les autres. Voilà. Et la crainte qu'on a derrière, si on se montre tel qu'on se ressent, tel que l'on est, c'est que peut-être les autres vont nous rejeter. Et ça peut être très difficile à supporter pour un certain nombre de personnes, ce rejet, parce que, comme on l'a vu au-dessus, on cherche tous à se faire aimer des autres, d'une manière ou d'une autre. Si cet état de fait d'invisibilité perdure, c'est d'autant plus difficile à vivre parce qu'on peut carrément perdre ses racines, et ne plus savoir qui on est réellement, se perdre,
se rejeter finalement soi-même. Hein. Tout à l'heure, je vous ai évoqué le fait qu'on pouvait être rejeté par les autres, mais au final, ne pas se montrer tel que l'on est aux autres, c'est aussi se rejeter soi-même. Et les mots sont forts puisque Claire Bélanger va jusqu'à dire que c'est une sorte d'automutilation. On s'ampute d'une partie de soi-même. Donc voilà, vouloir se faire accepter, admirer et aimer, c'est un désir légitime. La difficulté, c'est que on ne peut pas le faire au mépris de sa liberté et de sa vérité propre. Voilà ce qu'on peut tirer de son analyse. Donc maintenant, on va peut-être regarder ce qui se passe en termes de visibilité autour de nous et on commence par l'Europe. Nicolas, je te redonne la main. Oui. En fait, cette année, à l'occasion du 17 mai, ILGA Europe, c'est la fédération des associations LGBT+, en Europe, qui a publié son dernier classement 2020. Et à l'occasion de ce classement, en fait, on a découvert pour la deuxième année consécutive que des pays reculaient encore sur le Rainbow Index. On va rentrer juste rapidement dans les termes qu'on va utiliser sur la suite du webinaire parce qu'ils vont être récurrents. On va utiliser les termes LGBTI, lesbienne, gay, bi, transgenre et intersexe. Et souvent chez Orange et au sein de Mobilise Nous, on utilise le deuxième acronyme LGBT+, pour que ça parle au plus grand nombre. On utilise le plus pour englober toutes les autres réalités d'orientation sexuelle et d'identité de genre, pour être plus englobant et plus facile en termes de communication. Et bien sûr, on pourra détailler ensemble par la suite. Donc, à l'occasion de ce nouveau Rainbow Europe 2020, on a pu avoir une évaluation des droits des personnes LGBTI sur l'ensemble de l'Europe, évaluée sur 69 critères dans 6 catégories: égalité et non-discrimination, famille, crimes de haine et discours de haine, reconnaissance juridique du genre et intégrité corporelle, espace de la société civile et agile. Donc vous voyez, l'ensemble des critères couvre un large panel là où sont les lois et les politiques publiques à destination des LGBT. ILGA, malheureusement, souligne encore une fois que il n'y a pas de changement positif dans la moitié des pays. Donc c'est vraiment, on penserait que la diversité et l'inclusion, c'est quelque chose qui va progressivement s'améliorant. Mais là, on voit encore une fois, c'est pas le cas. Et ILGA Europe, son organisation et les associations qui en sont membres, ne cesse pas de mettre en garde en fait contre les dangers de croire que le travail est fait et que finalement il n'y a plus rien à faire. C'est un combat de tous les jours et il faut toujours être très vigilant. Pour exemple, la Hongrie enregistre la plus forte baisse dans ce classement en raison des procédures suspendues pour la reconnaissance légale du genre et le manque de protection de l'État lors des événements passés dans le pays. Et malheureusement, derrière, on a découvert que la France arrivait en deuxième position du top des chutes dramatiques, en glissant de la 9e position à la 13e position. Et ça, vous voyez, on a rappelé l'historique. 2017 en 5e position et 2018, on remplissait mieux les critères finalement qu'aujourd'hui. Il y a eu des dégradations aussi parce que la grille de critères s'est enrichie sur des points sur lesquels nous n'avions pas travaillé en termes de loi et de politique. Donc ça a mis plus en perspective le fait que la situation n'était pas aussi rose. Donc c'est vraiment important d'être vigilant parce que au niveau de l'Europe, on voit que la photographie n'est pas si belle et que dans cette photographie, la France ne l'est pas non plus. Il y a des points négatifs qui apparaissent. Donc on a encore du travail là-dessus. Donc on va passer sur la France pour voir ce qui se passe de plus près. Justement, en France, qu'est-ce qui se passe sur la France? Qu'est-ce qui fait qu'on est dans cette situation de régression? Et puis la première étape qu'on va faire ensemble, c'est de regarder un petit peu des dates clés des avancées sur les droits des personnes LGBT sur le domaine de la France, sur le territoire de la France. La première chose qu'on peut remarquer sur cette date clé, c'est que les évolutions sont assez tardives. Vous voyez que la première date qu'on vous affiche, elle est en 1980, c'est pas si vieux que ça. Ça fait 40 ans. Donc c'est une histoire au niveau des droits des LGBT qui est assez récente au final.
Ce qu'on peut souligner aussi, c'est que cette fameuse date de 1981, c'est le fait que l'homosexualité n'est plus considérée comme une maladie mentale en France, et on peut se projeter 29 ans plus tard avec la date qui fait que en 2010, on considère aussi que l'identité de genre n'est plus une affection psychiatrique en France. 29 ans d'écart entre les deux dates, vous voyez un petit peu que c'est parfois très très lent pour avancer sur des sujets pourtant assez basiques, qui sont de dire que les personnes homosexuelles ou les personnes transidentitaires ne sont pas malades psychiatriquement. On peut aussi regarder l'aspect discrimination. Vous voyez une date apparaître en 2004, ajout de l'homophobie parmi les motifs de discrimination. Donc encore une fois, c'est hier 2004 à l'échelle du temps en France et dans le monde. Voilà, ajout de ce critère d'homophobie dans les motifs de discrimination et 12 ans d'écart encore une fois. En 2016, on retrouve la transphobie comme circonstance aggravante et comme critère de discrimination au niveau de l'identité de genre. Donc, encore une fois, on voit qu'on n'avance pas non plus au même rythme sur tous les sujets liés au LGBT et aux droits des LGBT et à la protection des LGBT. Ce qu'on peut souligner aussi, peut-être, c'est toujours en 2016, donc c'est une date un peu clé. Vous voyez qu'il y a trois choses qui se sont passées sur 2016. Une date clé aussi pour les personnes transgenres, puisque la loi avant était extrêmement difficile pour les personnes transgenres. Changer de sexe à l'état civil, enfin une de sexe, hein, ce changement de genre à l'état civil, c'était très difficile, voire impossible pour certaines personnes, puisqu'elles demandaient des mutilations, des stérilisations, et cette loi de 2016 a permis aux personnes transgenres de faire un changement de prénom de manière beaucoup plus simple en mairie et un changement de sexe au tribunal, mais sans avoir à justifier d'opération ou de traitement hormonal. Donc c'est une date vraiment clé, encore une fois très récente, pour les personnes transgenres. Bon, je vais pas tout parcourir, vous pourrez regarder aussi l'ensemble de ces dates lors des replays avec plus d'attention après cette présentation. Ensuite, on progresse. On voit avec ces dates qu'il y a des progressions qui sont quand même notables, même si elles sont récentes. Mais malgré tout, la situation n'est pas sereine. Nous nous appuyons là-dessus sur des chiffres de SOS Homophobie qui exploitent tous les ans les signalisations qu'ils reçoivent. Les éléments qu'on peut peut-être souligner, c'est d'abord l'augmentation des agressions, 56% de signalements en plus entre 2018 et 2019, avec une recrudescence encore plus importante des agressions physiques, plus 130 personnes contre les personnes trans entre 2018 et 2019. Donc on voit qu'on a encore une population transgenre qui est encore plus ciblée que les personnes gays, lesbiennes et bi. Voilà. Et puis, élément important aussi, vous voyez sur la courbe des témoignages en dessous, qui est une courbe par année, que les avancées, ce qu'on pourrait dire, c'est que l'homophobie se nourrit des avancées légales, puisque le mariage pour tous, c'était donc en 2013, et vous voyez que ça a provoqué une augmentation extrêmement sensible des signalisations à SOS homophobie. Donc les homophobes, entre guillemets, ont une réaction à toutes les évolutions, et on est en train de voir, depuis aussi qu'on travaille au droit des femmes lesbiennes d'avoir des enfants, à une recrudescence aussi depuis ces dernières années. Donc ça milite aussi à garder cette vigilance extrême sur les actes homophobes et lésophobes et transphobes. Et ce qui est important de souligner aussi sur ces chiffres, dans le petit graphique que vous avez en haut à droite, c'est que quand même 57% des civilisations se passent dans la sphère de la vie quotidienne. Vous voyez le public, la famille, l'entourage, le voisinage, le commerce, les milieux scolaires. Donc on voit qu'aussi chez les jeunes, ils ne sont pas épargnés. Et la santé, le domaine de la santé aussi. Et autre élément important, les 31%. Voilà, de signalisation liée aux réseaux sociaux, à Internet. La haine se répand plus facilement et de manière,
non affichée, on va dire ça comme ça, hein, anonyme, voilà, c'est ce que je cherchais comme terme, de manière anonyme sur le net, et elle est assez difficile à combattre aussi. Dernier point, et puis qui permettra de faire la transition vers la suite, il y a quand même 9% des civilisations qui se passent dans le monde du travail, et c'est quand même pas rien. Donc, au niveau du monde des... Vas-y, Claire, finis. Pardon. Voilà, donc ça nous permet de faire une transition pour pouvoir rentrer dans notre contexte à nous. Hein. Nous sommes dans le monde du travail. Qu'est-ce qui se passe dans notre monde du travail? On va analyser tout ça plus en détail avec Nicolas. Donc, on l'a vu avec le contexte du travail qui arrive en 4e position. Et en fait, ce contexte-là est particulier parce que contrairement aux autres contextes où potentiellement on peut réussir à s'isoler, on peut éviter certains voisins, on peut éviter certains commerces, on peut éviter certaines rues. Au niveau du travail, c'est difficile de s'isoler. On voit dans ces chiffres que ce sont nos collègues, ce sont nos supérieurs hiérarchiques qui sont à l'origine de ces actes LGBT-phobes qui se traduisent souvent sous forme d'insultes, de rejets, moqueries, voire de menaces. Et le fait que ces actions ne soient pas limitées dans le temps, on passe à des actes isolés, à des phases de harcèlement dans la durée qui peuvent s'installer longtemps, très longtemps, avec des effets et des conséquences très lourdes. Donc c'est vraiment une situation où il faut être vigilant parce que le travail c'est quand même une grosse partie de notre quotidien et donc on doit faire attention à ça, sachant que en plus au travail une des situations de LGBT-phobie très développée et surreprésentée par rapport aux autres situations, c'est l'outing. L'outing est utilisé contre les personnes LGBT, mais aussi contre les personnes hétéros qui présentent peut-être un physique dit anormal, trop masculin ou trop féminin, pas assez marqué, une voix un peu fluette. Et donc ces personnes-là sont aussi agressées alors qu'elles ne sont pas LGBT. Donc ça englobe beaucoup de choses. Quand on regarde après dans le détail les chiffres, ces situations ont un impact direct en fait sur les personnes LGBT parce que ces situations perdurent depuis trop longtemps. Ces chiffres sont issus des baromètres Autres Cercles ainsi que du dernier baromètre publié la semaine dernière. Les chiffres sont alarmants parce que ils sont encore trop élevés, voire ils évoluent et pas dans le bon sens. Avec une personne LGBT sur 4 victime d'au moins une agression LGBT-phobe dans son organisation. Alors, précision, ces chiffres-là ne sont pas des études spécifiques à Orange, pas du tout. C'est bien des chiffres qui sont englobants sur des études, sur des organisations et des entreprises françaises. Voilà, on verra, il y a quelques chiffres qui vont parler, pas d'Orange, mais plutôt des signataires de la charte LGBT, la charte d'engagement LGBT de l'autre cercle, qu'on verra en plus en détail après. Il y a toujours, on l'a évoqué tout à l'heure, le fait que les moqueries, les insultes, les injures à caractère diffamatoire sont dans le top des agressions subies au travail. Donc on a toujours ces fameuses expressions simplement enculé, PD, ce n'est pas un boulot de PD ou Gwyn au quotidien entre collègues. Et dans ces situations-là, seulement un employé sur 4, plus d'un employé sur 4, n'exprimera pas sa désapprobation. Donc il reste encore de la marge parce que tout le monde devrait réagir à ces situations. Ce n'est pas des propos normaux, en particulier dans le cadre de l'entreprise au travail. Et derrière, le ou la salariée cherche aussi du soutien et du réconfort dans ces situations auprès de sa direction, mais les chiffres ne sont pas bons non plus. C'est-à-dire que un LGBT sur 6 déclare avoir subi au moins une discrimination de la part de sa direction. Donc, est-ce que cette personne-là va aller vers cette direction pour réagir? Et ça se traduit aussi par cet esprit de environnement sûr ou pas proposé. Vous noterez l'écart en particulier de perception entre les LGBT et les non-LGBT. Les chiffres sont doubles. 22% déclarent ne pas pouvoir être eux-mêmes contre 11% de non-LGBT.
idem sur le sentiment d'environnement sûr. Donc il y a vraiment une question de perception et cette perception va impacter directement notre capacité en tant qu'LGBT à passer visible. Et on l'observe, c'est qu'on a moins de la moitié des LGBT qui sont visibles au travail. Cette situation s'améliore un peu dans les organisations signataires de la charte d'engagement LGBT+, comme Orange l'a fait en 2013. Voilà, il y a vraiment une marge de progression et ça a toute une conséquence sur ce sentiment que l'orientation sexuelle et l'identité de genre seront un désavantage en entreprise et avec une très forte appréhension chez les personnes trans, 52%, et les étudiants à 47%. Donc des personnes qui, comme les étudiants ou les plus jeunes, qui vont rentrer dans la vie active et qui ont cette perception très forte en disant que si je deviens visible en entreprise, ça va nuire, ça va freiner ma carrière de demain. Donc dans cette situation, ils sont près de la moitié à vouloir et à devoir mentir, parfois ouvertement, parfois par omission, simplement dans une discussion informelle avec le supérieur, ils n'évoqueront pas le sujet. D'autres, comme un focus sur les personnes LGBT en couple, renonceront d'eux-mêmes ou d'elles-mêmes à afficher leur orientation sexuelle ou leur identité de genre pour ne pas avoir à répondre, par exemple, à des participations à des événements organisés par l'entreprise ou des collègues. Donc ils vont s'isoler de peur de faire l'erreur ou de peur de se dévoiler. Un phénomène d'auto-exclusion qui pèse très lourd sur les personnes et qui, à terme, vont provoquer des comportements qui pourront être incompris dans l'entreprise, comme de la distanciation, du retrait, une absence de motivation, qui va se traduire en entreprise sous différentes formes. Donc, c'est ce qu'on va détailler par la suite avec Claire sur comment les personnes vont se comporter, vont être visibles ou pas au travail dans cette situation. Claire, c'est à toi. Pardon, j'avais remis le secret, donc forcément ça marche moins bien. Voilà. Donc je disais qu'on peut s'apercevoir que finalement on peut catégoriser quatre situations différentes pour les LGBT au travail, qui sont en fonction de plusieurs critères. Alors je vais commencer par en bas à droite. On peut se situer dans la catégorie des invisibles et mal à l'aise de l'être en fait au travail, c'est-à-dire que on doit se cacher en permanence, mentir en permanence, ou au contraire rester extrêmement réservé sur sa vie personnelle. On prend souvent l'exemple de la machine à café, lundi matin, quand tous les autres parlent de ce qu'ils ont fait le week-end, on se tait pour éviter de se trahir, ou au contraire on s'invente une vie d'hétéro pour passer comme tout le monde, voilà, comme tout le monde vis-à-vis des autres. Donc première case, la deuxième au-dessus qui correspond aux personnes LGBT qui sont visibles, c'est-à-dire qu'ils ont fait leur coming out, mais qui par contre ne sont pas du tout à l'aise dans l'entreprise de l'avoir fait et qui regrettent amèrement d'avoir dit à leurs collègues qu'ils étaient LGBT+, parce qu'ils subissent des discriminations, des moqueries et tout autre, ce qu'on vient de voir juste à l'instant, toute autre brimade de la part de leurs collègues et donc ils sont pas safe dans l'environnement du travail. On a ensuite une situation qui correspond aux personnes qui sont invisibles et qui sont confortables avec ça, ne craignent pas la réaction des autres éventuellement. Donc ils sont cachés et ils le vivent bien, ils n'ont pas de crainte, comme je disais tout à l'heure, ce qui sous-entend que potentiellement il n'est pas impossible que la situation de l'entreprise soit telle que si jamais ils se trahissaient d'une manière ou d'une autre par rapport à leur vie personnelle, ce ne serait pas un drame, et que donc ils peuvent ne pas en parler de manière sereine. Et puis la dernière situation potentielle que l'on peut trouver, c'est celle des personnes qui sont visibles et qui sont fiers de l'être, qui sont donc contents d'être out au travail, qui peuvent être elles-mêmes, hein, je vous rappelle les propos de la psychologue que j'ai citée au tout début de ce webinaire, et ça sous-entend aussi probablement que l'entreprise fait tout ce qu'il faut pour que la situation de toutes les diversités puisse être respectée et qu'il n'y ait pas de propos discriminatoires au sein de l'entreprise, ni de comportements discriminatoires, ni de violence bien entendu. Voilà, ça veut dire aussi que dans sa vie, on peut naviguer peut-être dans ces différentes situations en fonction de l'entreprise dans laquelle on se trouve et aussi en fonction de l'acte de coming out ou de pas coming out au sein de l'entreprise. Voilà ce qu'on peut dire là-dessus.
Ce qu'on peut dire, c'est que à propos des conditions pour être à l'aise vis-à-vis d'un coming out et dans sa vie qui suit le coming out, il y a bien entendu des choses qu'on peut mettre en place, et c'est le cas à Orange. On a signé une charte LGBT Autre Cercle qui contient 4 engagements, donc c'est un socle extrêmement important dans lequel on fait en sorte de créer un environnement qui est inclusif, donc bien entendu pour les collaboratrices et collaborateurs LGBT. On veille aussi à l'égalité de droit et de traitement, on soutient les victimes de propos ou d'actes discriminatoires et on mesure les avancées et on partage les bonnes pratiques. Et le guide LGBT qui a été mis en place l'an dernier en est une preuve au sein d'Orange. Aujourd'hui, il y a quand même 140 entreprises et organisations qui ont signé la charte, donc ça commence à se diffuser pas mal. Ce qu'on peut aussi mettre en évidence, c'est que c'est bien de signer des chartes et de mettre en place des chartes, mais ce qui est de mieux encore, c'est de pouvoir en voir les effets. L'un des effets, c'est bien entendu que des personnes émergent et soient visibles auprès d'un plus grand nombre. Et donc, ces personnes-là visibles, dont le succès de la carrière, le parcours de vie, les valeurs ou le rôle social sont considérés par les autres comme un modèle à suivre, et en particulier auprès des plus jeunes, parce que quand on est LGBT, on se pose forcément la question de savoir si on va faire son coming out tout de suite ou si on va attendre que sa carrière soit faite. Donc voir des personnes de tous âges qui ont réussi et qui sont out, c'est aussi un signe pour eux que les feux sont verts et qu'ils peuvent y aller sans crainte de quoi que ce soit. Rendre aussi des personnes visibles, c'est aussi comme effet que on va pouvoir offrir une représentation positive des LGBT+. Si on s'aperçoit que des personnes sont visibles et engagées et ont réussi leur carrière, ça va donner une bonne image des LGBT+, contrairement à, par exemple, je donne souvent le cas, il y a quelques 40 ans en arrière, quand on parlait des personnes transgenres, on pensait Bois de Boulogne, on ne peut pas dire que ce soit une représentation positive des personnes transgenres. Voilà, des personnes inspirantes, des personnes accessibles et réelles, donc c'est important aussi de pouvoir les contacter, de pouvoir voir comment elles se comportent dans la vie réelle et avec qui on peut réagir. Et puis donc, voilà, on peut se projeter en ayant ces modèles-là, et ça fait le lien d'ailleurs avec le transparent suivant, puisque quand on parle de modèles, en fait, on parle souvent de personnes qui sont connues bien au-delà du domaine de l'entreprise, même si parmi ceux qu'on a évoqués, il y a des personnes qui sont connues pour leur rôle dans les entreprises, comme Tim Cook, qui a pris la suite de Steve Jobs à la tête de Apple, et qui a dit des choses que je trouve très fortes. Je vais le citer. Si le fait que le PDG d'Apple soit homosexuel peut aider une personne qui a du mal à appréhender son identité ou lui apporter du réconfort dans sa solitude, ou inspirer les gens à œuvrer pour l'humanité, alors cette déclaration vaut d'outrepasser ma vie privée. Ça, c'est fort. Donc vous avez dans cette liste des personnes du monde du sport, Sandra Ford qui était championne olympique, donc quand elle était dans son identité affichée masculine en canoë en 1996. Il y a aussi une phrase qui est assez forte, il fallait que la comédie cesse, quel bonheur d'être en accord avec soi-même. Une autre personne juste à côté qui est mère, et qui est aussi chef d'entreprise et qui est la première femme élue maire dans une commune de France. Des acteurs aussi, vous avez Jonas Ben-Hamed au-dessus, qui a été récompensé pour ses prestations dans la série française Plus belle la vie, et une comédienne qui est citée, Charlie Soignon. Et puis une actrice, Ellen Page, et Bertrand Delanoë. Donc je vous laisserai lire aussi les citations d'Ellen Page et de Bertrand Delanoë. Je vais y arriver, excusez-moi, Bertrand Delanoë, qui sont aussi très révélatrices de ce que peuvent apporter des rôles modèles. Et j'ai le plaisir, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Sandrine Berger. Sandrine Berger, c'est un rôle modèle aussi, un rôle modèle qui l'an dernier donc a été nommé dans la catégorie leader LGBT+, et qui travaille chez BNP Paribas, dans le groupe de BNP Paribas, et qui est ingénieur conseil. Donc bienvenue à toi, Sandrine.
Et si on t'a demandé de venir, c'est pour justement apporter un témoignage. Et donc, tu es visible et engagé aujourd'hui. C'est peut-être pas toujours, ça n'a peut-être pas toujours été le cas. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette phase-là de ta vie? Oui, bonjour à tous déjà et merci à Mobilisme de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir que de partager avec d'autres et de vous avoir aussi en retour chez Ben Paribas pour échanger sur ces sujets parce que finalement je vois au travers de toute la présentation que vous avez faite que on a tous les mêmes envies de faire avancer les choses et finalement tous le même contexte. Donc non, alors moi, on va faire du storytelling. Hein. Je vais vous raconter ma vie. C'est ce que je sais le faire de mieux finalement. Et si je peux apporter une vision globale, c'est tout simplement parce que j'ai vécu ces trois phases finalement que des collaborateurs et collaboratrices peuvent vivre, mais chacun dans une des cas, c'est celle que vous montriez tout à l'heure avec ces différentes situations que LGBT peut vivre. Mais moi, j'ai en plus le passé d'hétéro, puisque j'ai eu une première vie hétéronormée, comme on peut l'appeler, avec un mari, des enfants, et clairement, aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que je me rendais pas compte, quoi. Et d'où l'importance de toutes ces actions de sensibilisation que vous faites, donc celles d'aujourd'hui, et qui ne s'adressent pas uniquement aux LGBT+, bien sûr, mais également à l'ensemble de tous ceux et toutes celles qui sont intéressés à prendre en compte finalement la situation d'autres personnes. Donc moi, jusqu'en 2009, une vie très classique, portée par le poids de la société probablement. Je ne le saurais peut-être jamais, sauf si je me fais psychanalyser, ce qui n'a pas été le cas. Et puis en 2009, je prends conscience On ne t'entend plus. Le son a baissé d'un coup, oui. Je sais pas si... change de vie complètement. Sandrine, on ne t'entend pas. Pas simple, déjà à titre personnel, et puis au niveau de l'entreprise, très compliqué, parce que plein de questions, j'en parle pas, mais quels sont les risques d'en parler? Alors du coup, on s'appuie sur, en tout cas moi, à cette époque-là, je connaissais rien, du coup je m'appuyais sur les quelques représentations en effet que je connaissais, qui pouvaient être des lesbiennes. Est-ce que tu peux te rapprocher du micro peut-être, Sandrine? On t'entend pas très bien. Sandrine, on t'entend plus. Moi, je suis restée assez longtemps dans cette situation. J'ai l'impression qu'elle nous entend plus non plus. On ne nous entend pas. Attends, on va essayer. Vous m'entendez plus, alors attendez, Oui, si tu peux, le micro a dû bouger Oui, d'un seul coup désolée. parce qu'on t'entendait Ouais. plus. Ah là, on t'entend Ok. mieux, oui. Restez plus dans Ouais, l'alignement du désolée, c'est micro. mon kit main libre qui s'est déconnecté. Alors, est-ce que vous me voyez du coup? Il faut que je On te rentre. C'est voit, bon, ça j'ai marche. remis, c'est bon. Ok. Euh, Excusez-moi du coup. Les Bref, aléas. voilà, j'exprimais juste que le fait d'avoir été invisible dans un premier temps était surtout basé parce que je n'avais pas de représentation dans l'entreprise. Je connaissais personne de lesbienne et puis toutes les amies que je pouvais avoir, il y en avait pas beaucoup. Elles-mêmes me disaient non, 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 moi j'en parle pas et je vis bien avec ça. Mais je pense qu'à posteriori, quand on se dit qu'on vit bien avec ça, c'est qu'on s'en satisfait parce que on se dit qu'on n'a pas le choix, quoi. Alors moi, je suis restée plusieurs années comme dans cette situation, avec ce côté frustration là que vous exprimiez tout à l'heure, à pas savoir si je dois répondre quand j'entendais les petites phrases dont vous parliez. On n'est pas dans des réunions de PD, etc. Et on m'a raconté, alors une anecdote très rapide, c'est qu'on me racontait des ragots sur, tu sais, Martine, elle sort avec Barbara. Moi-même, j'étais avec une femme, même mon collègue ne le savait pas. Et là, en fait, la première chose qui m'apparaissait en tête, c'était mais si tu savais, est-ce que tu tiendrais les mêmes propos? Alors justement, Sandrine, tu nous dis que ça n'a pas été forcément facile et que ton environnement t'incitait pas finalement, donnait pas de signes pour aller jusqu'à faire un coming out. Donc qu'est-ce qui t'a incité à parler, à franchir ce mur de la visibilité? Alors, il y a plein de choses, et je pense qu'on retrouve là-dedans les ingrédients, et je vois que chacun d'entre nous aujourd'hui peut avoir.
La première chose, c'était à titre personnel. J'en ai eu assez d'avoir ce sentiment de ne pas être sincère avec mes collègues, ni avec mon manager. On avait vraiment de très bonnes relations professionnelles et moi, je leur cachais une partie de ma vie. La deuxième chose, c'était envers ma compagne. J'avais vraiment l'impression de la trahir finalement en la cachant, en la mettant de côté de tout ce que j'avais au niveau professionnel. Alors c'était vraiment une période où j'étais dans une très belle période de ma vie à titre personnel et du coup à titre professionnel j'étais un peu schizophrène quoi. Je cachais complètement les choses et du coup dans vraiment ce qui a été déclencheur c'est un contexte. Le fait d'avoir un manager à ce moment-là, je sais que j'avais un manager qui était extrêmement bienveillant, avec qui on avait de très bons échanges, et ça je pense qu'aujourd'hui ça reste une base, la bienveillance et le fait que d'avoir un affichage de cette bienveillance est très importante. Le deuxième point, ça a été un déclencheur. Alors mon déclencheur, ça a été le fait de découvrir le film Harvey Milk et de voir ce Harvey qui avait tant donné et qui disait sortez du placard, ne serait-ce que ça, ce sera un acte qui donnera envie à d'autres de voir qu'on peut réussir. C'est exactement ce que vous montriez avec tous ces rôles modèles précédemment. Et puis une opportunité en fait. C'est l'opportunité en ce qui me concerne, ça a été et vous avez parlé de plein de choses comme ça a été une sortie de fin d'année organisée par mon CE et je trouvais ça vraiment terrible à vivre pour moi que de laisser ma compagne et ses enfants à la maison pendant que moi j'allais emmener les miens à la sortie au parc d'attractions. Et là je me suis dit je peux plus continuer. Voilà. Et du coup j'ai réussi par des combines parce que je n'étais pas à ce moment-là paxée et ce qui facilite quand même beaucoup les choses ensuite pour régulariser les situations. Vous l'avez évoqué aussi. Donc j'ai obtenu des places. On est allés tous ensemble. Et là j'étais hyper fière de montrer voilà avec qui je vivais puisque les autres venaient avec leur mari et leurs enfants également. Très bien, merci Sandrine. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé dans l'entreprise? Ouais, alors étonnamment, encore une fois, hein, là je parle de ma situation et je pense que peut-être que pour d'autres ça a été très différent. Alors, en tout cas, étonnamment, moi j'étais persuadée que ça allait faire un gros buzz, que ça allait jaser, que tout le monde n'allait parler que de Sandrine, la lesbienne, machin, et en fait pas du tout. Je me suis rendu compte que ça a été un non-événement. Et pendant des mois, même après, je me rendais compte que des collègues très proches, avec qui je faisais ce coming out, parce qu'à chaque fois qu'on discute avec quelqu'un, on est un peu obligé de refaire ces coming out. Eh bien, je me suis rendu compte que ça n'avait pas du tout, que peu de gens avaient parlé de ça. Et avec le recul, j'analyse que je pense que c'est le fait d'en avoir fait un non-événement. C'est passé comme un non-sujet en fait. Voilà, je pense que si j'étais arrivée avec en grande pompe en disant j'ai quelque chose à vous dire, alors ça ne s'est pas fait comme ça et en tout cas dans l'entreprise donc chez Cardiff où je suis toujours aujourd'hui, c'est vraiment un non-sujet et au contraire. Bon, c'est souvent ce que je dis aussi aux personnes que j'accompagne en transition. Montre que tu es bien, que tu es toi et tout se passera bien. Mais du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, de faire ce coming out? Beaucoup de bien-être au quotidien, hein. Ça fait du bien hein, de plus avoir à changer le genre de la personne avec qui on est, de plus finalement de plus se mettre à l'écart des questions, de peur qu'on nous demande avec qui on va passer Noël ou ce qu'on a fait pour nos vacances. Il y a d'autres sujets aussi, tout simplement. Ici en région parisienne, mais c'est vrai en province également. Quand vous sortez dans la rue, vous avez tellement de chances, entre guillemets, voire de risques, si vous n'êtes pas à haute, de croiser quelqu'un que vous connaissez. J'ai même rencontré des gens en vacances et des collègues, et du coup, ça apporte un tel soulagement de se dire, c'est pas grave en fait, j'ai plus peur. Parce que c'est vraiment, je trouve, ce premier cap qui est compliqué à passer. C'est la première fois, c'est un peu le saut dans le grand bain. Je saute dans la piscine, au début je crains vraiment qu'elle va être très froide.
mais je me force au départ, je le fais une fois, ah bah non ça va, je le fais 2 fois, 3 fois, et puis ensuite ça devient très naturel. Donc vraiment au départ, il a fallu que je m'oblige à me dire non, ne t'inquiète pas, c'est un a priori que tu as, et maintenant j'en suis à des centaines de coming out, puisque à chaque nouvelle personne avec qui je discute et qui est amenée à me parler de sa vie privée, je m'impose plus de ne pas le faire, et à chaque fois je me suis rendu compte que ça passait très bien dès lors que je le glissais dans la conversation, je parlais de mon week-end avec ma compagne, autant que lui ou elle avec son conjoint ou sa conjointe. Voilà, donc ça fait vraiment du bien. Très bien. Alors, le 6 octobre 2015, Sandrine, BNP Paribas a signé la charte de l'autre cercle. Quels ont été les impacts vus de ta fenêtre? Alors, moi en 2015, j'ai pas fait partie de l'équipe. Alors aujourd'hui, je suis la co-animatrice de Pride France. En 2015, j'ai pas fait partie de l'équipe qui a cofondé le réseau Pride chez BNP Paribas. C'est cette fameuse collègue, d'ailleurs, c'est une de ces fameuses collègues qui était invisible et que je connaissais et du coup qui m'avait donné envie de rester invisible, qui m'envoie un mail en montrant une news sur notre intranet qui m'apprend que BNP Paribas va signer cette charte d'engagement de LGBT de notre cercle et en même temps la création de ce réseau. Et là, j'ai eu cet effet un peu waouh, mon entreprise fait quelque chose finalement, et aujourd'hui je le dis vraiment tel que je l'ai ressenti à ce moment-là, ce qui est peut-être plus le cas, enfin c'est un peu différent aujourd'hui, mais je me suis dit, fais quelque chose pour les gens comme moi. Or, je me sentais tellement toute seule, j'avais l'impression qu'il y avait que moi dans cette situation finalement, et donc c'est tout l'intérêt. J'ai eu un vrai sentiment de fierté, et tout de suite, grâce notamment encore une fois au film Harvey & Mills, je me suis dit et comment moi je peux contribuer à ça, comment je peux y prendre part, alors que j'avais jamais milité, je m'étais jamais intéressée vraiment à cette thématique. J'avais beaucoup plus d'actions dans l'association des parents d'élèves de mes enfants que dans n'importe quelle association LGBT. Là, parce que c'était mon entreprise qui le faisait, ça m'a donné envie de m'engager. J'ai été très fière de mon entreprise ce jour-là. Alors justement, Sandrine, ton engagement au Sun Pride, ça consiste en quoi? Alors, le mien a été en plusieurs étapes. Quand je me suis proposée à participer au réseau, enfin du coup à l'équipe d'animation du réseau à la base, je partais de ce constat que beaucoup des événements, alors moi j'ai rejoint le réseau en 2016, du coup un peu après la création, et je suis partie du constat que beaucoup des événements avaient lieu sur Paris intramuros. Or, BNP Paribas Cardiff, dont je suis salariée, est située en banlieue parisienne, donc dans l'ouest de Paris, à Nanterre, à côté de beaucoup d'autres filiales de BNP Paribas. Et ma première action a été de me dire faut qu'on développe les choses en local parce que les gens n'iront pas forcément. J'espère que vous m'avez pas perdu moi. Les gens n'iront pas tous forcément sur Paris. Donc voilà, la première chose, c'est je suis arrivée dans le réseau en disant moi je veux pousser la porte des RH, je veux pousser la porte de mon directeur général, d'abord chez BNP Paribas Cardiff, puis sur les filiales alentours pour leur expliquer le sujet, apporter ma bonne volonté, mon enthousiasme pour faire des événements en local. Et là, j'ai eu une grande surprise, c'est que mon directeur général, donc Renaud Dumora, m'a reçu. Déjà, c'était une première surprise, parce que j'avais pas l'habitude de parler à nos directeurs généraux. Et il m'a dit une phrase qui a beaucoup structuré ensuite toutes mes actions, c'est au sein de Pride. Et cette phrase, c'était je sais qu'il y a des choses vraiment que l'entreprise doit faire pour nos collaborateurs et nos collaboratrices LGBT+. Par contre, je n'ai pas l'expertise. Donc, faites-moi des propositions et je les soutiendrai. Et du coup, depuis 2016, c'est vraiment comme ça qu'on a travaillé. On a toujours travaillé main dans la main avec
les directions, les top management, on va dire, en local. Donc là, je vous ai parlé de Cardiff, mais on a bien sûr déployé ce système-là dans toutes les filiales et également en région aujourd'hui, et avec l'appui des ressources humaines et de la direction D&I, Diversity and Inclusion, pour plutôt la mise en œuvre opérationnelle. Donc nous, on apporte l'expertise, on apporte la connaissance, d'ailleurs, on en apprend tous les jours encore. Voilà, et depuis, du coup, on mène beaucoup d'actions, comme vous pouvez le voir, on est très heureux de toucher un maximum de personnes, en tout cas. Il y en a toujours à faire encore. Merci Sandrine. Il y a tellement de choses à dire sur les actions que vous menez qu'on Oui, pourrait en parler longtemps encore, mais je vois tout que le à temps fait. il file, donc je vais passer à la question suivante. Donc en 2019, tu as été lauréate, j'ai dit tout à l'heure, de la première édition des rôles modèles LGBT+, de l'autre cercle, dans la catégorie des leaders LGBT+, dont j'ai fait partie également. Ta première réaction, qu'est-ce que ça t'a apporté aussi ensuite? Alors, à titre personnel, bien sûr, j'ai été très touchée par ce titre parce que c'était la reconnaissance finalement entre guillemets de tout ce que j'avais pu mettre en œuvre avec Pride en local et puis au niveau de BNP Paribas. Par contre, j'en ai pas tiré. Ce que je veux dire, c'est que j'en ai pas tiré une fierté personnelle. C'était pas du tout l'objectif. Et je me souviens surtout, alors ce soir, hein, c'est la deuxième cérémonie des rôles modèles et du coup c'est vraiment le flashback sur la cérémonie de l'année dernière. Moi je me souviens que sur cette cérémonie, mais qu'est-ce que j'ai été émue par les témoignages que j'ai entendus, où j'ai encore en fait découvert, et pourtant ça faisait quand même quelques années que je travaillais avec Pride, mais j'ai encore découvert de nouvelles facettes de nos diversités, parce que dans LGBT+, je pense qu'il y a autant, enfin, il y a autant bien sûr de différences et de parcours de vie que de lettres dans l'acronyme, mais il y en a encore bien d'autres. Moi, j'ai évoqué le fait que j'ai eu un passé hétéronormé, donc j'ai la chance de ne pas m'être posé de questions sur tous les sujets de conception d'enfants. Et quand j'entends des collègues me contacter sur ces sujets-là pour avoir l'appui de Pride, j'en apprends, ça me permet de toucher du doigt énormément de facettes. Et évidemment, l'année dernière, il y a deux témoignages qui m'ont beaucoup bouleversée. Celui de Sophie, bien sûr, Sophie Delannoy, qui a été lauréate des rôles modèles dans la catégorie dirigeant LGBT+, et Sébastien Petit, qui est aujourd'hui vice-président de notre cercle, parce que leur parcours était super inspirant et était différent du mien. Voilà, et ensuite, pour répondre à ta question et terminer sur ces touches-là, dans les jours qui ont suivi, j'ai eu la chance de faire la une de notre intranet aux côtés de notre directeur général de BNP Paribas, et là, au-delà de la fierté qui était pas très intéressante, qui vraiment m'a touché encore une fois énormément, ce sont tous les retours de collaborateurs et de collaboratrices qui me remerciaient en fait, et on reboucle finalement avec tout ce que vous disiez tout à l'heure sur les notions de modèle, quel que soit le niveau. Je suis pas top manager, je suis rien, je suis juste visible, et puis j'ai fait quelques actions qui portent leurs fruits, et j'ai reçu des témoignages mais tellement de sympathie et émouvants, non seulement de collaborateurs LGBT+, mais également de parents d'eux, de frères d'eux, de familles, d'amis d'eux, de collègues qui me disaient merci parce que ma fille est LGBT, j'avais peur que pour elle ça soit compliqué, mais grâce à ces actions, on voit que les choses sont positives. Voilà, donc j'ai été très contente à mon tour de porter ma petite pierre à l'édifice. Merci beaucoup Sandrine pour ce témoignage très riche qui, je pense, va beaucoup illustrer aussi en interne chez Orange les parcours qu'on peut avoir quand on est LGBT dans une entreprise. Merci beaucoup, et puis je repasse la main à Nicolas. Merci à vous pour cette invitation. Vas-y Nicolas. Merci Sandrine, merci Claire pour la transition. Juste pour prévenir nos participants, on va avoir un petit peu de retard, vous l'avez vu sur le timing, donc je pense qu'on va tenir dans 10-15 minutes, donc si vous pouvez rester encore avec nous, ce serait l'idéal, sinon la session bien sûr est enregistrée. Donc je vais passer la parole à Alexandra
Alexandra, qui est chargée d'affaires à la DO Grand Sud-Ouest et qui est aujourd'hui référente de proximité à Toulouse. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Donc Alexandra, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment c'est arrivé? Bonjour à tous, d'abord. Bien, c'est arrivé, alors petite anecdote de comment j'ai intégré Mobilis-nous. En fait, je suis arrivée chez Orange il y a bientôt 2 ans et j'ai eu la chance en fait de travailler et d'être formée par l'ancien référent en Occitanie qui est d'autre que Xavier Caudrier. Et de temps en temps, quand j'allais sur son bureau pour qu'il m'explique 2-3 trucs, je le voyais toujours avec des goodies, des trucs sympas et tout. Et notamment des gobelets. Alors j'étais là, mais t'as trouvé ça où? J'aime bien et tout. Et donc c'est comme ça qu'il m'a parlé un petit peu de l'association, de ce qu'il mettait en place, des actions qu'il menait, etc. Et j'ai trouvé ça vachement chouette. Autre que évidemment les goodies. Et donc tu Voilà. as sauté le pas, tu es devenue adhérente de l'association, une association LGBT. Oui, alors j'ai intégré en fait l'association en tant que référente quand j'ai eu mon CDI Orange, car c'était plus facile en fait pour soutenir Xavier dans ses actions, pouvoir l'accompagner, comme pour la journée IDAO. Et j'ai fait le choix aussi, en fait on a fait le choix avec mon conjoint de faire une adhésion de couple. Voilà, parce que même en tant que donc je suis alliée, donc le terme allié c'est pour effectivement des personnes hétéros qui sont ok pour défendre cette cause et qui du coup, moi mon slogan à moi c'est peut-être un peu cru, mais j'estime que ce n'est pas un problème qui n'affecte que les gays. Voilà. Donc en gros, ce que j'aime dire un petit peu, c'est ça concerne pas que les PD. En gros, on est tous concernés par cette problématique qui est la discrimination, l'inégalité, etc. Et je pars du principe que moi, en tant qu'hétéro, évidemment, ça a toujours été beaucoup plus facile. Et si je peux apporter ma voix et mon soutien par rapport à ça, c'est avec grand plaisir. Donc c'est pour ça que nous avons fait l'adhésion de couple et que j'ai soutenu Xavier par rapport aux actions qu'il menait et aux événements qu'il mettait en place. Voilà. Donc tu l'as accompagné sur des stands, tu l'as accompagné au village associatif sur la place de Toulouse. Et ensuite, en fait, t'as sauté le pas. T'es devenue référente à Toulouse. Alors pareil, donc je suis devenue référente pour la région Occitanie en début d'année, suite au départ de Xavier pour Paris, où du coup le poste était vacant. Il se posait un petit peu la question qu'est-ce qu'on fait. Moi j'ai trouvé ça très dommage et même dédommageable pour les personnes, les adhérents qui étaient déjà en lien avec l'association. Je trouvais ça un petit peu comment dire, oui, vraiment dommageable pour eux de rester sans soutien, sans appui. Donc j'étais partie du principe que j'étais ok pour effectivement être référente, mais pas toute seule, parce que quand même c'est un gros territoire l'Occitanie qui comporte quand même 2 grosses villes comme Toulouse et Montpellier. Et donc est venue en renfort donc Caroline Racanier, qui est elle sur Montpellier et qui vient prêter main forte avec sa vision à elle. Donc on est vachement complémentaires aussi par rapport à ça. Même si on est sur 2 lieux différents, on prévoit, mais bon voilà, à voir, de faire des choses ensemble. Elle est plus au courant de ce qui se passe du côté Languedoc, moi du côté Midi-Pyrénées, et voir donc ce qui peut matcher, ce qui peut être fait de son côté ou ce qui peut être fait à 2 ou au contraire de mon côté. Donc je trouve que c'est plutôt intéressant. Voilà. Après, que te dire d'autre? Et donc toi, tu l'envisages comment ton rôle de référent? Tu as commencé à nous décrire un petit peu ce que tu voulais faire avec Caroline.
Alors, moi, mon rôle de référente pour l'association, c'est beaucoup d'accompagnement, du soutien, essentiellement aussi. De ce que j'ai pu aussi un petit peu apercevoir, la période de confinement n'a pas été super pour tout le monde, malheureusement. Donc, je trouve aussi que du coup, l'association a beaucoup aidé à ce moment-là, en proposant tout ce qui était un petit peu en visio, etc. Je pars aussi du principe que si on a des adhérents, c'est qu'il y a une demande, il y a besoin d'aide. En tout cas, il y a besoin de soutien par rapport à ça. Et donc voilà, des moments d'échange, de convivialité, l'union aussi. Je pense que le fait de comment dire, oui, oh, j'ai perdu le mot, excuse-moi. Comment dire, Le fait d'être rassemblé. oui, j'avais un autre nom, mais oui, exactement. Après aussi, moi, ce qui m'a plu dans l'association, c'est que c'était une association qui touche le milieu du travail, essentiellement. Tout le monde est à même de penser ce qu'il veut dans sa vie privée. Tout le monde a le droit d'avoir ses opinions, d'être contre tout ça, etc. Donc, ça reste leur opinion. En revanche, quand c'est le travail, c'est le travail. On est là pour travailler, on est là pour bosser, et seules les compétences comptent, comme le slogan de Mobilisme. Donc, vraiment, je pense que ce qui est axé là-dessus, c'est uniquement ça. C'est pas une question de genre, c'est pas une question d'orientation sexuelle, c'est une question de job. Et le fait d'entendre, de pouvoir justement comprendre qu'il y a certaines choses qui se font au travail, alors que c'est pas le lieu ni l'endroit, je trouve ça un petit peu déplacé. Voilà. Et d'où mon soutien par rapport à ça, parce que du coup, moi, en tant qu'allié, je n'ai pas cette vision-là. Et pour moi, ça concerne tout le monde, justement. Parce que le travail, ce n'est pas seulement un problème d'homosexualité ou quoi. Ça concerne tout le monde et tout le monde peut amener sa pierre à l'édifice pour que justement tout se passe bien, qu'il y ait une meilleure ambiance, que la boîte fonctionne. Et c'est une question de compétence et pas une fonction d'orientation. Voilà. Merci beaucoup Alexandra pour ton témoignage. Merci aussi pour ton investissement dans l'association. J'espère que au-delà du Covid, on réorganisera des choses en physique, en présentiel dans la région avec Caroline et toi. Voilà. Dans la continuité, il y a ce soir, donc Claire en a parlé. Donc je te laisse la main là-dessus sur les rôles modèles. Claire. Alors, je me suis encore fait avoir avec le secret, excusez-moi. Donc, la suite de la journée pour vous, si vous le voulez bien, c'est à 17h sur le site de mobilisnou.org. Vous pourrez y trouver la deuxième édition des rôles modèles LGBT+, et alliés de l'autre cercle. Vous aurez des témoignages, c'est animé par la journaliste Julia Foyce. C'est une émission de 90 minutes. Vous y retrouverez toutes les personnes qui ont été nommées dans les différentes catégories, donc les dirigeantes LGBT+, les dirigeants alliés, les leaders LGBT+, et les jeunes diplômés LGBT+, nouvelle catégorie cette année. Comme je disais tout à l'heure, c'est extrêmement important qu'on puisse aussi avoir en visibilité des jeunes. Ça permet de pouvoir se projeter quand on rentre dans le monde du travail en se disant que je ne serai pas obligé d'attendre 40 ans pour pouvoir faire mon coming out, et de se dire que c'est possible de vivre normalement dans une entreprise si on est LGBT. Voilà les quelques messages qu'on voulait vous faire passer par rapport à cet événement très important. Et comme vous l'avez souligné tout à l'heure, Sandrine, il y a des témoignages qui sont réalisés lors de tables rondes qui sont extrêmement intéressants à suivre. Voilà. Donc on va terminer ce webinaire, si vous le voulez bien, déjà par des remerciements. Merci à Sandrine, à Alexandra pour leur témoignage important aujourd'hui, pour leur participation et leur engagement au quotidien. Un grand merci à Claire, ma co-animatrice aujourd'hui, à Xavier pour sa relecture. Merci. À Fabien pour le travail sur les supports de com, qui est notre référent communication chez Mobilisnou. Aussi un grand merci à la diversité Orange qui nous permet d'intervenir comme aujourd'hui
auprès de vous toutes et tous dans différents événements et sous différents formats. Et je vous propose, si vous avez encore le temps, si vous avez des questions, de prendre la parole, de nous poser ces questions et on essaie d'y répondre en séance. Je regarde dans le chat. Ouais, si vous en mettez sur le chat ou directement prenez la parole si vous n'êtes pas nombreux et nombreuses. Des remerciements. On est un peu tiré sur l'horaire. Juste un peu. Pas de questions. Donc de toute façon, si les questions venaient plus tard, on reste disponible, comme on vous le montre à l'écran, soit sur le site web, soit sur les réseaux sociaux, en particulier la plateforme Plaza où nous avons un espace d'échange. Donc n'hésitez pas à nous contacter, à poser vos questions, et puis de toute façon dans les prochains jours, nous mettrons à disposition la vidéo, les sources et le support de ce webinaire. Et on peut aussi vous dire que si vous souhaitez nous contacter, il y a le mail contact@mobilisnou.org. Voilà, vous pouvez nous joindre très facilement là-dessus. Voilà. Merci à tous et à toutes. S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on clôt cette session. Et encore merci pour votre participation et jusqu'aux dernières minutes. Donc, On peut mettre fin à Merci à vous l'enregistrement. aussi. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. merci Au à vous. revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Bon après-midi, au revoir. Merci, au revoir.